Ça y est, on est parti, je pense. Intervention 16, les gars, on y est. Dernière intervention de la journée. Ça a été sport. On va faire un petit discours à la fin. Révolutionner l'immobilier. C'est un grand titre. Révolutionner l'immobilier. On a fait une dualité un petit peu. Et on pose la question, finalement, si la rénovation du parc existant était l'avenir. On le voit en 2024, que la promotion immobilière souffre. Donc on s'est dit, on va faire un petit neuf versus rénovation. Avant d'attaquer dans ça, tout est au plus bas dans la construction. Je ne sais pas si vous faites des maisons, Maxime, peut-être. Tu nous en parleras de la construction. Non, t'en fais pas du tout. Construction, non. Détachement parcellaire. Détachement parcellaire, vente de terrain à bâtir, mais pas de construction. Je voyais que les permis de construire ont dépassé le seuil historique, mais dans le mauvais sens, de 2000, je crois. Donc on a très très peu de constructions qui se font. William, avec sa connaissance dans la promotion, pourra nous en parler un petit peu, puisque je crois que tu as quand même fait une dizaine ou une quinzaine d'années, avec quelques milliers de logements construits. Tu pourras nous donner peut-être un peu les retours de tes ex-collègues sur cette position, mais on le sait que c'est un peu compliqué. Pour ça, je vais vous laisser comme d'habitude, parce qu'on peut parler d'habitude à la 16e intervention, 2 minutes, mais on va changer de sens. On va commencer par toi, Fabien. 2 minutes chacun, présentez-vous, pas forcément en lien avec le contexte, vraiment qui tu es, ce que tu fais, et après on va parler du sujet. Ok, alors moi c'est Fabien et j'ai créé Rénover pour gagner, pour permettre aux investisseurs d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes connaissances, les bons outils pour transformer des biens dans leur jus, des biens rénovés, des passoires thermiques en biens rentables. Donc voilà, parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les investisseurs sont plutôt bons pour augmenter le niveau des loyers, faire de la LCD, de la colocation, du Airbnb, plutôt bien acheter au bon prix, mais souvent, ils perdent de l'argent sur la partie travaux. Donc, j'ai créé Rénover pour gagner parce que j'ai une double compétence. À la fois en tant qu'investisseur, j'ai commencé en 2013, et à la fois dans le bâtiment, où j'étais ouvrier sur chantier quelques années, et j'ai travaillé en bureau d'études en tant qu'ingénieur conseil pendant 7 ans aussi. Voilà. Ok, merci à toi, Julien. Oui, Julien Calamotte, j'ai 39 ans, j'ai investi dans l'immobilier depuis un long moment maintenant, un peu plus de 15 ans, des activités de marchand de biens depuis quelques années, donc avec une culture aussi de la rénovation, une entreprise d'investissement clé en main, avec laquelle on s'occupe de rénovation aussi pour nos clients. Donc on a un service réno, un service travaux. Donc voilà, une grosse culture, parce que j'ai toujours investi dans l'ancien aussi, donc forcément avec des besoins de rénovation, et dans l'ancien, dans des centres-villes historiques. Donc forcément, il y a des gros besoins, et notamment en matière énergétique maintenant, mais c'était déjà le cas il y a quelques années, où on en parlait beaucoup moins, quoi. Ok, merci. Maxime, on continue avec toi. Entrepreneur dans l'immobilier, j'ai 21 ans et du coup, je suis marchand de biens. Ça te fait mal à chaque fois que je dis 21 ans? J'en reviens pas, la moustache le vieillit terriblement, mais c'est vrai que tu n'as que 21 ans, c'est magnifique. Donc, marchand de biens, et je suis aussi directeur d'une agence immobilière depuis peu. J'ai commencé avec l'investissement locatif clé en main avec Green Living, où on était sensibilisé notamment sur les rénovations énergétiques. On était les premiers à faire l'impact carbone d'un investissement de A à Z. Donc c'est une notion quand même qui est aujourd'hui très importante avec les temps qui courent et avec le sujet d'aujourd'hui. Merci Alexandre. Alexandre Lacharme, 38 ans, investisseur dans l'immobilier, dans les parkings, donc plutôt dans le parc ancien, mais je suis actionnaire aussi d'une start-up qui réhabilite des parkings pour en faire des parkings hyper modernes. Donc on pourra en discuter, que dans les parkings, il y a aussi de la réhabilitation pour remettre des vélos notamment, des scooters, des deux roues. Donc voilà. Ok, merci. William Costa, 39 ans hors taxe, TVA à 20%. 3 enfants, multi-entrepreneur. Donc j'ai la chance d'avoir différentes sociétés. La casquette principale étant cofondateur de Rente Compagnie. Puis voilà, je suis aussi à l'aise en rénovation qu'en construction, puisque j'ai une ancienne vie de directeur travaux grands projets, donc très à l'aise dans les deux univers. Merci les gars pour vos présentations. Maxime, effectivement, 21 ans. Je crois que tu ne fais pas beaucoup de travaux, Maxime. Non, on est spécialisé avec Adrien en marchand de biens, en division foncière et division de bâti, donc tout ce qui est sans travaux. Par contre, on vend à des investisseurs qui, eux, font les travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Ok. Un peu de détachement parcellaire pour le coup, donc des terrains destinés à la construction de maisons. Tu
travaille avec des constructeurs de maisons. Exactement, qui ont eu des grandes difficultés sur la dernière année. Il y en a beaucoup sur notre secteur, et je pense qu'au national, les chiffres sont à peu près pareils. Il y en a 50%, donc 1 sur 2, qui a fermé, et des personnes qui se sont retrouvées avec des maisons qui ne se construisaient pas et qui ont acheté un terrain à bâtir. Le fameux PTZ qui ne s'est pas renouvelé sur les maisons a fait vraiment mal à cette économie, et on espère que l'année prochaine, ça va se redémarrer, que ça va continuer. Mais c'est à nous aussi de prendre en conséquence le marché actuel et les choix de l'État de ne pas remettre des solutions pour vendre plus facilement les terrains, et juste impacter nos prix de vente pour que ça rentre dans la poche d'un client investisseur. Effectivement, la construction aujourd'hui, moi j'étais au séminaire de la FMDB ce week-end, et donc évidemment, vous doutez, il y avait des promoteurs et des constructeurs de maisons individuelles. Ça devient même catastrophique, puisque certains constructeurs, des petits bien souvent, les gros résistent encore mais ont des difficultés, ne se font même plus financer par les banques. C'est-à-dire que le banquier va demander le devis du constructeur, et en fonction de la taille et de sa capacité financière à assurer le risque, va refuser le crédit aux personnes qui voudraient leur maison principale. C'est une vache sacrée. La maison principale en France, tout le monde rêve de sa maison. On ne pourra pas enlever ça dans l'intuitif des gens, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc effectivement, les détachements parcellaires, les marchands de biens, vous en souffrez. Est-ce que tu peux nous estimer, avant, quand tu faisais un détachement parcellaire, prix pessimiste, prix moyen, prix optimiste, on fait tous un peu ça. Aujourd'hui, tu dévalues beaucoup les terrains. Maintenant, on prend prix pessimiste et on enlève 10% et on se met sur ça pour que ça parte. Non, en vrai, on essaye quand même juste de voir le prix du produit fini et l'impact qu'il y a eu sur le coût de la mensualité d'une maison. Alors maintenant, les maisons sont un peu plus petites. Avant, elles faisaient 80 mètres carrés, maintenant elles font 70. Donc les constructeurs se sont adaptés aussi à ces tailles de maison pour que la construction soit encore un peu plus petite. Et on essaye de faire des terrains encore un peu plus petits, nous aussi, en termes de surface, pour que ça rentre dans ce que peuvent se permettre les Français d'acheter. Je confirme ce que dit Maxime sur une opération aussi de division foncière qu'on faisait dans une autre région, parce qu'on n'est pas très loin, mais on est voisins, on est copains. On est voisins à 2 heures de route. Mais ça, voilà, effectivement, on a eu la difficulté aussi. On a dû couper une opération quasiment à prix coûtant, voire même une opération où on a perdu de l'argent sur de la division foncière, parce que les terrains, tout simplement, ne sortent pas. Les prix de construction ont quand même bien augmenté, en plus des prix de la rénovation derrière aussi. Donc, plus compliqué, je trouve, de trouver de la liquidité sur des terrains, clairement. Et c'est une question de timing aussi. Il y a eu les belles années des terrains. Et là, c'est quand même assez dur. Voilà. Effectivement, il y a un revers. Covid, effet post-Covid, augmentation de l'argent, du coût de l'argent, augmentation des matériaux. Et donc, évidemment, ça a touché la rénovation comme la construction. Et downsizing, finalement, un peu comme l'alimentaire. Le Big Mac a rétréci pour les fans de McDonald's, et les maisons rétrécissent. On a dit à l'augmentation des taux, on a perdu à peu près une maison. Ton avis là-dessus, Fabien, puisque toi, tu es expert un peu dans les travaux de rénovation, on va en parler aussi. Tu le vois, toi, sur les clients que tu accompagnes, le coût, l'augmentation, l'explosion, ça baisse, ça monte? Il y a surtout eu un gros pic après le Covid, et c'est redescendu, pas au prix d'avant, mais il y a comme une montée, mais après une baisse. Moi, je pense qu'on a pris à moins 10% sur le coût des travaux, 10-15%. Mais ça, c'est revenu à un prix. Je trouve que c'est revenu à un prix Ok. correct. Là où je voulais t'emmener, mais du coup, je vais nous y emmener, du parquet, un parquet stratifié, marque Udirève, on peut citer. Nous, c'est notre partenaire national. 12 mm à l'époque, 14,50 € si vous voulez, je ne sais pas, à 10 centimes près. Aujourd'hui, 14,50 €, pas d'augmentation de prix. Ce n'est plus du 12, c'est du 8. 30% de matière en moins, directement. Le carrelage, 50% d'augmentation. Un carrelage qu'on achetait dans les 30 € est à 45 € aujourd'hui, dans une enseigne blanche et verte. On peut les citer, on va leur faire un peu de publicité. Leroy Merlin. Vous prenez leur gamme, je ne connais pas le nom de leur gamme, on ne travaille plus avec eux évidemment, mais en 60-60, vous êtes à 44,90 € aujourd'hui. Donc les matériaux ont augmenté, liés souvent à l'économie et à l'énergie. Donc souvent c'est la fabrication qui coûte plus cher, et l'inflation aussi sur la main-d'œuvre. Je voudrais en parler un peu. William, je voulais te donner ça, Alexandre, mais on va parler d'autres sujets. William, le coût de la main-d'œuvre en France, évidemment inflation. Aujourd'hui, des artisans, le prix d'une journée d'un artisan, ça a bougé, ça a un peu bougé, ça a un peu augmenté? Ça a un peu augmenté, mais pas autant que la claque
qu'on a pu prendre pour les matériaux. Après, les matériaux et la main-d'œuvre, ça correspond à un déboursé. Aujourd'hui, ce qu'on a subi, c'est les prix de vente des entreprises. Donc, en fait, l'augmentation des matériaux n'explique qu'une partie seulement du prix final pour les investisseurs. Lorsque le carnet était bien garni, eh bien, les entreprises impactaient au prix fort. Et puis ensuite, quand les plannings ils ont commencé à se réduire, ils ont pu se recaler un petit peu. Et d'une certaine manière, ça a absorbé un petit peu les hausses importantes qu'on a connues. Oui, la main-d'œuvre, elle a augmenté, mais un petit peu comme c'était déjà le cas avant tous les ans. Le vrai delta qu'on connaît, en effet, c'est sur les matériaux où ça avait littéralement explosé. 10-15%, on est assez proche de ce qu'on a subi, oui. Ok les gars, donc maintenant pour faire le versus un peu rénovation-construction, on va toujours rester dans les travaux. Quelqu'un qui construit une maison neuve, c'est pas le même travail que la rénovation. Tu nous as parlé de centre historique, l'accès au chantier est déjà différent. Le savoir-faire pour un électricien, sensiblement, reste le même. Je passe des câbles, je monte un tableau, je pose un appareillage. Pour un plaquiste, ça sera déjà un peu différent. Quand on fait une opération de construction de maison neuve, livraison facile, ça se monte tout seul, c'est droit. Logiquement, c'est droit. Dans la rénovation, on va travailler sur un plancher, généralement en bois. Nous sommes un vieux pays, nous sommes un vieux continent, et donc évidemment, on construisait avec des matériaux qu'on appellerait durables aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément traités. À qui je vais donner ce sujet-là pour un peu, toi, non-rénovation. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu, pour ne pas monopoliser toute l'intervention? Ouais. Tu le vois, des gens qui arrivent du neuf et qui n'ont plus de boulot, et qui veulent venir dans la réno et qui se cassent les dents? Je vois pas ça. Je vois pas ça. Par contre, je constate effectivement ce que tu dis. Centre historique très compliqué, accès, donc main-d'œuvre plus élevée parce que tu sais que tu mets un forfait parking à 35 € par jour, ce qui est le prix de l'amende dans une ville en général. Voilà. Donc, si le chantier dure 20 jours, déjà tu mets 20 fois 35 €. Parce qu'en fait, voilà, personne n'a envie de mettre son eurodateur toutes les 2 heures, hein, même si c'est une application. Aucun artisan n'a envie de faire ça. Donc il y a déjà ça, il y a l'accessibilité, il y a tout ce qui est démolition, évacuation qui est complexe parce que souvent il n'y a pas d'ascenseur. Donc c'est lourd, c'est pesant, ça prend du volume. C'est très difficile d'avoir des autorisations, des fois en centre historique, d'avoir aussi des goulottes pour aller évacuer très facilement. Voilà, pour mettre une benne aussi, c'est compliqué. Les rues sont étroites souvent. Voilà. Donc tout ça, ça a un impact direct sur les coûts, clairement, au-delà du coût des matériaux. Par exemple, je prends un exemple aussi, cage d'escalier exigu, de placo en 60 de large au lieu de 120, des plaques en 60, c'est beaucoup plus cher que des plaques en 120 qui sont des standards sur la largeur. Donc tout ça, ça a un impact. Les gens ne se rendent pas compte, me disent une plaque en 60, c'est la moitié d'une plaque en 120, mais pas du tout en fait. Parce que c'est comme quand tu demandes un Big Mac, enfin pas un Big Mac, mais un burger sans oignon, ça prend plus de temps parce que c'est pas le standard en fait. Donc pourtant, il y a quelque chose en moins. Sans parler certainement des surprises. On n'a pas encore de scanner pour voir à travers les matériaux posés. Donc on suppose que c'est une brique plâtrière. Quand elle est pleine, on a mal supposé. Bon, on l'entend en bruit, généralement qu'on connaît. On suppose que l'installation plomberie est suffisamment dimensionnée. Des fois, ça peut arriver. Et puis nous, les Bretons, on a du parasite. Alors, je sais pas, vous, dans vos secteurs, je pense que vous êtes... Tu parles de la mérule notamment ? Voilà, c'est un champignon que nous, on met lors des visites pour payer moins cher les immeubles. Mais du coup, ça se prolifère très vite. Effectivement, c'est de ça que je voulais vous parler. La mérule, qui est un champignon qui adore l'eau, le noir, et qui a besoin d'une alimentation continue en eau. Vous avez un trou dans votre toit en Bretagne, je vous rassure, il va pleuvoir dans la maison parce qu'il pleut tous les jours. Mais la mérule ne va pas s'installer. Elle a besoin d'être alimentée souvent, donc ça vient souvent d'un siphon, d'une douche, les joints sont mal faits, et c'est très intéressant puisque ça se nourrit du bois. Donc du coup, les travaux, ce qu'on va appeler travaux induits, sont très importants, et on ne traite pas la mérule. On vient stabiliser la mérule, on vient l'arrêter, bien sûr on arrête de la nourrir, mais il y en a toujours. Et évidemment, dans les centres-villes historiques, notamment, on construisait en mitoyenneté. Vous ne pouvez ne pas avoir de mérule chez vous, et votre voisin en avoir. Et du coup, vous en avez. Donc ça, c'est effectivement problématique. On va parler d'autre chose. La rénovation. Est-ce que vous pensez, là on va parler un peu plus aux investisseurs, parce que c'est quand même le thème du moment. Je vais vous donner ma façon de penser, vous allez y répondre. La rénovation, l'avantage quand même, c'est qu'on a des biens souvent plus liquides. Tu parlais des centres historiques, qui sont souvent décriés pour certains centres, parce que la population peut évoluer, mais néanmoins,
on a peut-être un aspect plus patrimonial sur la rénovation que sur des bâtiments construits. Alors Rennes est différent, c'est des grandes villes, mais dans les petites villes moyennes, entre 10 et 70 000 habitants, les promoteurs souvent ne rasent pas un bâtiment pour réélever ou refaire quelque chose. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la rénovation peut déjà, d'un point de vue patrimonial, vous proposer des produits un peu mieux placés dans les villes? Je vous laisse là la parole à chacun. Vous prenez le micro. Bon, c'est parti. Oui, avec presque certitude. En fait, la loi Elan, elle est venue au milieu de plein de choses. Elle a limité encore plus l'étalement urbain. Et l'étalement urbain, pour préserver nos terres, etc., fait que du coup, il y a eu moins de construction. Ok, il y a eu la hausse des matériaux, etc. Mais ce qui a facilité ou ce qui a accentué le coup de frein sur le neuf, c'est l'étalement urbain qui est de plus en plus restreint. Il y a de moins en moins de place pour construire. Et du coup, il y a moins de place pour construire. Et donc, ça fait la part belle à la rénovation. Et la rénovation en profite d'autant plus quand on est acquéreur, parce que du coup, c'est aussi l'occasion d'acheter au meilleur endroit. Quand il y a des constructions, souvent, c'est dans des zones d'activité concertée, dans des ZAC, en périphérie des villes. En centre-ville, il y a moins de chantiers. Par contre, c'est plus difficile d'être très bien placé. En rénovation, on achète un appartement ou un plateau ou un petit immeuble de rapport en centre-ville, et on va place to be. On améliore l'emplacement. Et donc, normalement, on fait un meilleur placement, en tout cas plus patrimonial. Et ça rend le bien aussi intrinsèquement avec plus de valeur, parce que finalement, il n'y aura pas d'autres constructions autour. On ne construit pas en hauteur en France, on n'est pas comme aux États-Unis ou autres non plus, très peu, dans les centres historiques encore moins, avec les architectes des bâtiments de France et toutes les restrictions. Et donc, ça veut dire que la valeur intrinsèque du bien, dans le temps, la rareté faisant le prix, va quand même s'apprécier. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. En effet, il y a des contraintes inhérentes au centre-ville où les conditions d'accès, de déchargement, etc. sont un petit peu plus chères, mais comme c'est mieux valorisé, intrinsèquement, un parpaing, pour parler encore un petit peu de construction, un parpaing qu'il serve à Rennes centre-ville ou qu'il serve à 20 km de Rennes, le prix du parpaing, ça va être le même. C'est juste que là où il va être posé, il ne sera pas valorisé de la même manière. Et ça, c'est vrai pour les lave-mains, pour la plaque de BA13, etc. Et en fait, la question qui se pose, c'est OK, les travaux vont coûter un tout petit peu plus cher en plein centre-ville. Mais est-ce que la plus-value inhérente aux contraintes d'accès est inférieure, entre guillemets, à la valorisation grâce à l'emplacement? Et le plus souvent, c'est oui. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que tu as totalement raison, William, c'est un vrai fait. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se méprennent en faisant beaucoup de travaux dans des villes dont le prix au mètre carré n'est pas cher. Sauf que la rénovation coûte cher au mètre carré. Donc, comme le dit William, il vaut mieux la faire dans des villes où on a un prix au mètre carré ou des quartiers où on va le retrouver à la sortie, plutôt que juste se faire plaisir avec une belle réno, mais qui sera illiquide à la sortie. Totalement. Nous, chez De Rent, on prend le prix de sortie en considération. Alors, on vend des travaux clés en main. On fait que des travaux clés en main. On ne fait pas de l'investissement clé en main. On fait que les travaux. Mais évidemment, on a une appétence immobilière. Et on regarde toujours le prix de sortie. Et il y a des villes en France qui, au prix de la rénovation, nous, on a une des valeurs, c'est la transparence. On coûte entre 1 250 € et 1 600 € TTC avec les meubles rénovés, avec l'énergie, avec une note énergétique en D, d'accord ? C'est-à-dire mur isolé, fenêtre changée, un ballon d'eau chaude, du chauffage électrique individuel. Effectivement, la pompe à chaleur pourrait être mieux, mais dans du locatif, il y a aussi des notions d'échelle et d'entretien. Quand la pompe à chaleur tombe en panne le 26 décembre et que tu as un immeuble de 12, c'est un peu chier de payer très cher là, le dépannage. Et certaines villes en France valent moins de 2 000 € du mètre carré. Donc, de faire des travaux à 1 600 €, il faudrait vraiment l'acheter pas cher. Et la liquidité du produit, en plus, n'est pas très importante. Donc, prendre le risque de faire des travaux dans ces villes-là, effectivement, c'est peut-être plus compliqué. Bon, moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Fabien, parce qu'on a un peu une ambivalence. Tu fais des travaux un petit peu de ton côté. Toi, tu aides les gens à faire des travaux eux-mêmes. Donc on était de l'autre côté, on est dans le même domaine, mais forcément, est-ce que tu conseillerais à ces gens d'aller justement dans les plus petites villes, parce que le fait de faire ces travaux soi-même, ça permettrait peut-être justement d'éviter certains investisseurs qui resteraient dans des villes plus importantes pour avoir une équité de produits un peu plus importante? Effectivement. En tout cas, c'est ce que j'avais fait, c'est m'éloigner des grandes villes. Souvent, les villes qui vont être un peu plus loin, ça va être plus une stratégie de cash flow, et plus on va se rapprocher, plus on va avoir une stratégie des centres-villes ou des grandes villes, et plus on va avoir une stratégie de... On peut aussi avoir du cash flow, mais ça va être plus patrimonial, ça va être plus sur la plus-value latente. Donc c'est un peu deux stratégies différentes.
Après, à voir, hein, il y a des grandes villes qui ont des encadrements de loyer, il y a des grandes villes qui ont qui font un peu la chasse à l'Airbnb. Donc, si quelqu'un veut faire du Airbnb, par exemple, je vais plutôt lui conseiller d'aller dans des petites villes où on l'embêtera pas avec ça. Et pour rebondir aussi juste avant sur le sujet d'avant, ce qui est pas mal aussi avec les constructions, enfin avec les bâtiments anciens, c'est qu'il y en a, ils ont vraiment des grandes hauteurs sous plafond, c'est vraiment des belles constructions. Des fois, on a des biens qui ont 200, 300 ans, qui sont encore en très bon état, avec des gros murs, des fenêtres très hautes, etc. Je ne suis pas sûr que les constructions d'aujourd'hui, dans 100 ans, elles sont encore debout, mais tout ce qui est en béton armé, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi... on peut voir du potentiel dans ce genre de biens, voilà, avec grande hauteur sous plafond, grande luminosité, bon emplacement, etc. William, est-ce que dans 100 ans, les bâtiments que tu as construits il y a 5 ans seront encore debout? Ceux de William, oui, ses concurrents, non, je suis sûr. Merci, merci, tu m'as volé le seul que j'ai construit, moi, oui. Ok. D'un point de vue investisseur aussi, il y a des amortissements dans les travaux, sans parler de l'autorénovation, parce que là, pour le coup, l'amortissement peut être dévalué en partie, en tout cas. Et les assurances, on ne parlera pas du champ assurantionnel, parce que on peut passer une demi-heure sur l'assurance, expliquer la décennale, la DO et des choses comme ça. Mais il y a aussi finalement l'abattement fiscal qu'on pourrait avoir, alors que dans un bien neuf, généralement les TVA sont à 20%, et on va beaucoup moins amortir le bien. Quel est votre avis là-dessus, si vous devez en avoir un, sur l'amortissement, sur le fait d'engager des travaux? Est-ce que vous pensez que ça va devenir l'investissement type en France dans les années à venir? On ne va plus construire? Là, tu parles par rapport à l'optimisation des impôts ou... Des impôts, effectivement. Ouais. Et... Parce que si on regarde bien aujourd'hui, une des seules façons d'optimiser les impôts, ça reste plus que les travaux. Si on ne fait pas de travaux, l'achat en location nue, on oublie, on ne peut pas faire de déficit. Si on fait des travaux, on peut le faire, quitte à arbitrer au bout de 4-5 ans, une fois qu'on a utilisé son déficit. Le LMP, par exemple, sans travaux, on se fait allumer par les impôts. Si on fait des travaux, on va avoir des amortissements, parce qu'il ne faut pas oublier que les travaux sont amortis lorsqu'on fait par exemple du LMP ou de la SCI sur 15 ans, alors que le bâti va être amorti sur 30-40 ans. Donc ça veut dire que la part travaux, et en plus c'est 100% des travaux, alors que la partie bâti, ça va être que 85% parce qu'on enlève le terrain. Mais en fait, on va avoir un plus gros amortissement. Donc chaque année, on aurait un meilleur cash flow grâce à ça. Donc je trouve que ça... En fait, les gens des fois veulent ne pas payer d'impôts, mais pas faire de travaux. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est notre rôle numéro 1 en tant qu'investisseur, de rénover, d'entretenir notre parc immobilier. Sinon, j'ai presque envie de dire à quoi on servirait. Donc c'est notre rôle. Donc effectivement, on a des avantages fiscaux et l'amortissement, ça on n'y pense jamais, mais on a vraiment plus d'amortissement lorsqu'on fait des travaux et qu'on est en meublé ou en SCI. En termes de valeur, est-ce que vous avez des anecdotes? Et après, on va parler des parkings un petit peu. Et tu vas nous parler de la rénovation de parking, parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Tu vas nous parler de la TVA. J'aimerais savoir quel taux de TVA on a sur la rénovation de parking. Mais avant de quitter ça, en termes de valeur, quand on fait des travaux, j'ai le chiffre. Vous avez des exemples d'appartements, de maisons, d'immeubles que vous avez créés. Et grâce aux travaux, vous pensez qu'on gagne de la plus-value? In fine, j'ai la réponse. Mais... Au-delà de la plus-value, et ça je pense que ça dépend vraiment des localités, du timing du marché, à quel prix on l'a acheté, etc. Je pense que c'est la facilité de revente. Clairement, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, un bien qui est rénové, il se vend beaucoup plus vite qu'un bien qui ne l'est pas, même si il faut ajouter une enveloppe travaux qui, in fine, donnera un prix identique. Voilà. Oui. C'est clairement un déclencheur. Oui, faire les travaux, c'est compliqué en plus, donc c'est sûr qu'à bien égal, il se vendra plus facilement. En fait, c'est toujours le cas quand on prend le problème à la place de quelqu'un d'autre. Si on a pris le problème, on a mis le problème de côté, c'est plus simple. Ok, on a parlé de la hausse des taux, on a parlé de la rénovation, construction de maisons, on a peu d'intervenants dessus, on voulait le défoncer, on y est arrivé. Désolé pour les promoteurs. On peut défoncer le Pinel, si tu veux. Ouais. Avant de partir dans les parkings, on a parlé de densification. On ne peut plus construire, on veut moins construire, pour des raisons... Elle a décidé de partir, ça, vous avez vu tout à l'heure. Pour des raisons écologiques aussi, parfois, de laisser des terres vierges, entre guillemets. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu du PLU, par exemple. Parce qu'on ne peut plus construire, il faut créer des appartements. Et quand on a des PLU, souvent dans les grandes villes, c'est peut-être ça notre problématique, contrairement aux petites villes qui ont même parfois encore pas de PLU.
Je ne sais plus comment on appelle ça quand ils n'ont pas le PLU, parce que je ne travaille pas dans les petites villes. RNU, Voilà, RNU, ça c'est le chiffre magique, enfin c'est le mot magique, parce que tu sais que grosso modo, le règlement national universel. Ouais. voilà. Tu peux tout faire et rien faire. Oui, en fait, tu vas pouvoir tout faire et rien faire en fonction de la personne que tu as déjà en face. Donc tu gagnes souvent du temps, parce que c'est une petite mairie. Et bon, quand tu leur dis qu'il y a un parking en face de l'immeuble, ils te disent bah, c'est vrai, finalement. Donc bon, ils se gareront là. Dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué. Vous avez des exemples un petit peu Fabien, de la division, tu en fais un peu avec tes élèves. Vous avez des astuces comment tu gères? Faut peut-être viser des biens avec des terrains où là, il n'y a pas vraiment d'astuce. Alors, des fois, on entend que lorsqu'on est près de la gare, on peut à 300-400 mètres. Moi, j'ai jamais réussi à négocier. J'ai déjà une fois pour une division, alors c'était un ancien hôtel que j'ai transformé en immeuble. J'ai fait un baux de location longue durée d'un parking, ce qui m'a permis d'obtenir l'autorisation et ce qui m'a permis de pouvoir transformer, enfin diviser et transformer. Bail sur 15 ans? Je crois même que c'était sur 30 ou 15 ou Ok. 30, je sais C'est plus. 15 ans minimum. 15. C'est 15, ok. Et donc il est toujours en cours? Ouais. Ok. Parce que souvent c'est sur l'honneur. J'ai- Ah, on voit, hein. Il a 21 ans, mais il va nous en parler, je pense. Non, et moi, une technique aussi, c'est d'aller voir les mairies et de savoir ce qu'elles veulent. Parce qu'en effet, il y a un PLU avec des règles qu'elles ont mis en place pour un secteur donné, etc. Moi, je prends l'exemple d'une ville qui est juste à côté de chez nous, qui s'appelle Lunel, qui est une ville qui a reçu une dotation européenne énorme pour, avec le programme OZ, revitaliser tout le centre-ville. Et dans ce secteur-là, on a pu faire des opérations qui ne respectaient pas 100% des conditions du PLU. Parce que la mairie voulait vraiment développer ce secteur-là. Donc, dès qu'on a une opération qui peut être intéressante, et là où tous les investisseurs, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, pourraient s'arrêter à juste le règlement du PLU, aller voir la mairie et demander ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle a un programme en cours? Est-ce qu'elle souhaite plus de logements sociaux? Est-ce qu'elle souhaite juste faire de la rénovation? Est-ce qu'elle souhaite que la façade soit bien belle? Et en fonction de ce qu'on met dans le cahier des charges du projet, on peut avoir des autorisations qui sont contraires au PLU. Et parce qu'ils ont un prêt garanti par l'État ou rien à voir, ils ont des subventions, quelque chose comme ça? Ils ont une subvention européenne, en gros, qui pour le centre-ville, avec le programme OZ, mais pas forcément un prêt garanti par l'État ni rien. Ok, parce que justement, il y a une autre astuce, c'est quand on fait par exemple du Action Cœur de Ville ou des choses comme ça, si on peut aussi demander un prêt. Alors, ça doit être du 0,5 ou 0,7, je crois, %. Et en fait, à partir du moment où l'État vous donne un prêt, à partir du moment qu'il y a un prêt garanti par l'État, donc un prêt Action Cœur de Ville, on peut déroger à l'obligation du parking. Vas-y, Julien. Non, subtilité sur le parking aussi, dépendamment des PLU, mais ça, c'est quand même des variables très locales. Donc, il faut vraiment regarder, comme dit Maxime, mairie par mairie et urbanisme. Mais souvent, les mairies imposent un parking pour la création de surface, ce qui est totalement différent aussi de la division de surface. Donc, il faut bien lire, parce qu'il y a des subtilités comme ça, quand même, lexicales, qui sont importantes. Création de surface, différent de division d'une surface existante. Parce que des fois, dépendamment en fait, de la taille pour laquelle on divise les nouveaux logements, il peut ne pas y avoir d'obligation de parking. Voilà. Et ça peut, anecdote aussi personnelle, sur une ville de 65 000 habitants, proche de Toulouse, on a pu faire sauter au PLU l'obligation d'avoir des parkings en hypercentre parce que c'était impossible et que la mairie avait une vraie volonté justement de rénover le cœur de centre-ville et nous vendait des immeubles pour qu'on les rénove et qu'on les revende à la découpe en nous obligeant à faire des parkings, ce qui était absolument incohérent. On a effectivement des lois qui sont légèrement incohérentes là-dessus parce que le neuf réduit, la rénovation augmente et on a des PLU qui sont en train d'évoluer. Hein. Nous, on le voit localement, des villes qui commencent à accepter 8 places de vélo pour une place de parking et du coup, tu te retrouves avec des parkings à vélo. A priori, tout le monde sera en vélo dans ces Et villes-là. les surfaces des logements baissent aussi. Les surfaces réduisent. Effectivement, Donc baissent. forcément, il y a plus de logements à un même endroit dans Oui. un même immeuble. On voit des villes qui nous obligent, je ne sais plus, c'est à côté de Niort, ou je ne sais plus quelle ville, minimum 33 mètres carrés. On a des villes qui poussent les PLU, une place et demie pour un studio par exemple, vraiment dans une volonté d'essayer de garder peut-être des résidences principales, sauf que généralement les bâtiments que nous rénovons, entre 100 et 300 mètres carrés pour faire un immeuble, je considère qu'en dessous, si vous avez un immeuble de 2 appartements, ce n'est pas un collectif, c'est pas moi qui le dis, c'est la règle. Généralement, on ne veut plus vivre dans ces maisons en centre-ville, on veut des maisons de plein pied pour notre famille. Donc on se retrouve avec des produits
difficile à proposer aux investisseurs parce que si on doit respecter à la lettre le PLU, on ne peut pas le faire et on ne peut pas être en défaut de conseil. Donc c'est difficile. Donc effectivement, discuter avec les mairies, des certificats d'urbanisme, on peut en faire assez facilement, leur demander aussi et aller les voir. Et en partant de là, des choses et des dérogations, si on peut dire. Des parkings, ça se fait à Saint-Brieuc. On peut louer des parkings. Donc cette fameuse taxe parking qu'on avait il y a une dizaine d'années revient en force parce que ils se rendent compte que ça remplit les parkings. À minima, ils vendent des badges. Et vous pouvez louer des parkings à Alexandre, il y en a plein. Et Il y en justement, a des dizaines. Alexandre, depuis tout à l'heure, il m'embête avec les travaux. Alexandre, les parkings un petit peu. Tu nous as parlé de travaux dans les parkings. Alors en fait, il y a beaucoup de parkings vacants en France, des parkings qui appartiennent aux bailleurs sociaux, aux institutionnels privés aussi. Et du coup, ces parkings doivent être réhabilités pour être loués à la journée ou au mois à des propriétaires particuliers. Et il y a une grosse mouvance de parking aussi pour le 2 roues partout en France, puisqu'en voirie, les parkings deviennent de plus en plus payants. Et c'est même payant pour les 2 roues aujourd'hui, par exemple. Paris, ça a été la première ville en France qui a fait payer le stationnement pour les 2 roues en septembre 2022. Et on a de plus en plus de villes qui emboîtent le pas. Et il y a de plus en plus de grosses villes qui vont faire payer le stationnement en voirie aussi pour les 2 roues. Paris, par exemple, c'est payant pour le 2 roues thermique, mais c'est gratuit pour l'électrique. Mais en Ile-de-France, par exemple, à Boulogne-Billancourt, c'est payant pour le 2 roues thermique, électrique, etc. Donc ça force aussi, pour revenir au point, à tous les bailleurs sociaux d'utiliser, d'exploiter en fait, de sous-louer ces parkings et d'en faire des parkings à vélo, des parkings moto, des parkings voitures. Donc on a le parking n'est pas mort en fait finalement. Et moi personnellement, les parkings que j'ai pas besoin de les rénover puisque je les loue à des propriétaires particuliers. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et s'ils sont pas contents, ils vont me voir ailleurs. Hein. Je veux dire, j'ai pas besoin de qu'ils soient nickel. Les seules questions qui reviennent, c'est est-ce que je peux mettre une borne électrique? Donc ça, je peux le faire de temps en temps. Mais on n'a pas besoin d'avoir un parking nickel. Sinon, le locataire, il vaut mieux qu'il aille louer son parking chez un acteur, tu vois, comme Indigo, Interparking, etc. Mais chez un propriétaire bailleur privé, il n'a pas besoin d'avoir un parking rénové. Si tu veux, ça va pas changer le prix ce serait beaucoup trop coûteux d'engager des travaux par rapport. En plus, je suis pas en pleine propriété. Moi, j'achète en copropriété aussi. Ok, tu as des chiffres sur les parkings un peu, c'est quoi? C'est un marché, moi je ne connais pas ce marché-là. On construit encore des parkings dans les centres-villes, je ne me rends pas compte. Tu as des chiffres là-dessus, si tu en avais? Désolé, je ne l'ai pas prévenu de ça. Non, mais si on construit des parkings, tu veux dire les promoteurs construisent des parkings? On en fait encore, ouais, c'est quelque chose qui se fait dans les centres-villes, moi je ne me rends pas compte, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Parking souterrain, oui, ça se fait. Ouais, Les gros faiseurs de parking, ça se fait dans les cœurs de ville encore. C'est un marché qui est en croissance, on parle du neuf, de la rénovation, on peut mettre les parkings dedans, puisque, in fine, la rénovation de bâtis existants va peut-être être liée aussi, à un moment donné, à la création de ces parkings. Puisque... Ça, il faudra plus poser la question aux promoteurs. Mais en tout cas, moi je suis à Paris et je vois pas beaucoup de parkings se construire dans Paris. En même temps, qu'est-ce qui se construit à Paris? Rien. Ouais. Non. Donc c'est un mauvais exemple. Mais je pense qu'on a toujours besoin de parking. Après, effectivement, est-ce que les mairies demandent... Vous qui êtes en contact avec les mairies, est-ce qu'elles demandent d'avoir un certain nombre de parkings avec les logements neufs? C'est tout à fait possible. Ah oui, et de plus en Oui. plus, hein, honnêtement, sur les PLU, les PLUI qui sont en cours, c'est ça, à chaque fois, ils demandent des places de parking, 2 par logement, et même des fois plus pour des gros, c'est ça, pour des grosses copropriétés, où il y a des logements pour des visiteurs, du moment qu'il y a des locaux commerciaux, qu'il y a des ERP dans ces copropriétés-là, de toute façon, il y a à chaque fois des places de parking qui sont demandées. Et sur la construction, c'est quand même beaucoup plus difficile d'y déroger que sur la rénovation de l'ancien, pour le coup, et de la division de bâtis existants. Messieurs, on a quasiment terminé. Il nous reste 4 minutes. Ça fait 8h26. Non, ça fait 8h30, puisqu'il est 18h30, qu'on est en live. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet? Je vais bientôt conclure. Après, tout le monde va nous rejoindre. Il y a des canons à confetti, là. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Alors, mettez pas le visage devant. Peut-être qu'à 50 cm, ça peut faire mal. Il n'y a pas que ça qui peut faire mal à 50 cm. Elle est belle celle-là.
n'était pas prévue, mais vous avez vraiment les idées mal placées sur la rénovation. Vous voulez dire un petit mot, Fabien? Ça y est, vous êtes... Je pense merci qu'après ça, pour, ouais, on peut plus rien dire après ça. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour C'est le mot de la l'intervention. Non, merci à vous pour l'organisation, merci à Dorante. Franchement, c'est une super journée. Je pense que tous les participants, tous les On est encore intervenants, dans les travaux. et On est encore dans ils les sont travaux. régalés sur les travaux. C'était bien. Moi j'ai une question, Mathieu, est-ce qu'il y aura un replay? Alors, maintenant, alors, celui qui est resté, il est depuis 8 heures, le mec. Il y en a un, c'est sûr. Donc, envoyez-nous un message si vous êtes depuis 8 heures en live et que je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de replay. Donc, il y aurait un replay. Donc vous auriez pu faire autre chose. Mais, mais pour parler des travaux, je vais rester sur les travaux, après je vais dire des bêtises. Les travaux ont fait cet événement. Les travaux, moi je n'ai grandi qu'avec ça, réellement. Parce que je ne sais pas construire une maison. Je sais comment on fait une dalle, mais j'ai jamais parlé avec un maçon. J'ai jamais construit une maison parce que je trouve qu'il n'y a pas de charme. Tu parlais du charme tout à l'heure. Et parce que la construction, c'est cher à la base. Tu ne peux pas commencer par la construction, tu vois. Tu peux t'acheter un studio, le rénover toi-même. Après, acheter un T2, faire des travaux toi-même. Après, t'acheter un T3, faire des travaux avec de rente compagnie parce qu'enfin, tu as un peu plus de moyens et tu veux des assurances et tu veux peut-être arrêter parce que les travaux, moi j'aimerais dire un mot à tous les artisans qui travaillent. C'est un métier qui est dur. Couvreur en Bretagne, tu es tous les jours sous la flotte. Ok ? Et quand il fait beau, il fait trop chaud. Parce qu'il y a les ardoises, on travaille de l'ardoise, vous voyez. Donc sur l'ardoise, il peut faire très chaud. C'est un métier difficile qui casse des hommes. Un peu de femmes aussi, parce qu'au final, il y a quand même quelques femmes. On a fait un plateau de femmes tout à l'heure. Il y a quelques femmes, dans la peinture notamment. C'est un métier qui n'est pas mixte, mais qui pourrait l'être quasiment. Hein. Dans certaines boîtes aujourd'hui, elles sont beaucoup plus méticuleuses que nous. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Ça nous permet d'avoir une liquidité, elle est très dure à dire celle-là, liquidité de produits bien plus importante par l'emplacement principalement. Les travaux, effectivement, coûtent le même prix. Donc je pense qu'à Paris, quand tu rénoves un appartement, le coût travaux hors main-d'œuvre, donc juste des matériaux, peut être très intéressant. Il y a plein de villes où on peut le faire. Et surtout, n'oubliez pas qu'un appartement qui est neuf, je ne sais pas ce qu'on appelle neuf, une construction neuve, dans 20 ans, elle ne l'est plus. Avec des matériaux de construction peut-être de moins bonne facture et donc des bâtis qui s'abîment un peu plus vite. Donc, je pense qu'il faut acheter de l'immobilier avec des travaux, ce qui fait marcher mon entreprise. Donc, évidemment, mon point de vue est biaisé. Et je pense qu'il faudra refaire ça tous les 20 à 30 ans. Donc mon point de vue est encore plus biaisé parce que on sait qu'on va devoir refaire des choses bien souvent plus esthétiques que énergétiques. La partie énergétique, on aurait pu en parler. C'est vrai qu'on en a peu parlé. On a beaucoup parlé de DPE. Bon, ça se fait doucement rire quand on sait que le meilleur DPE que tu peux avoir, c'est D, C. Des fois, tu as un A ou B quand tu as mis une pompe à chaleur. Mais en tout cas, faites des travaux. Ça vous permet d'amortir. Il y a encore une petite niche là-dessus. Et ça vous permettra peut-être de faire des belles plus-values. Merci, messieurs, d'avoir été là. On va mettre une petite pub, de 2 minutes. On revient le temps simplement que quelques personnes nous rejoignent. Parce qu'au final, on n'était pas que 6 sur les plateaux, il y avait beaucoup plus de monde. Donc on va leur demander de venir nous voir. Et dans 2 minutes, on vous reprend simplement pour un petit mot de fin.